Professeur Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comme je le disais tout à l'heure en présentant cet entretien, je disais qu'on va parler des élections. On parlera également aussi de l'intervention que vous devez donner ce soir au NEC de Netanya dans le cadre d'une intervention conjointe avec le professeur, le célèbre démographe qui est Sergio de la Pergola. Vous parlerez des 4 tribus d'Israël. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit dans quelques minutes. Mais avant cela, on va tout de même parler de l'actualité brûlante. Et l'actualité brûlante, ce sont les derniers développements autour, en perspective des élections. Alors la première question que je vous pose en tant qu'observateur et très averti de ce qui se passe ici, que pensez-vous de ces derniers développements sur le plan juridique et des déclarations de Binyamin Netanyahou? Pensez-vous aujourd'hui, comme 70% des militants du Likoud qui sont réunis cette semaine, fin de semaine à Eilat, qu'un Premier ministre comme Binyamin Netanyahou peut continuer à exercer ses fonctions même s'il est inculpé, ou pensez-vous au contraire, comme 10% d'entre eux le pensent, mais qu'il doit absolument démissionner dans ce cas de figure? Écoutez, la loi, elle est très claire. Elle n'oblige pas le Premier ministre à démissionner tant que le jugement définitif n'est pas rendu. C'est donc une question, je dirais, de morale politique avant tout. Ça dépendra également des partenaires de la coalition parce que même si le Likoud est assuré d'un bon score, il ne disposera pas d'une majorité absolue et donc il faudra voir si les différents partenaires d'une coalition éventuelle s'associeront ou au contraire se retireront et l'empêcheront finalement de pouvoir exercer ses fonctions comme Premier ministre. Il y a une chose en tout cas qui est sûre, un Premier ministre mis en examen n'est pas un Premier ministre, je dirais, qui bénéficie de la même légitimité, de la même autorité. C'est un Premier ministre affaibli, ça il faut le savoir, quel que soit le choix qui sera fait par Benjamin Netanyahou, si encore une fois il est élu, si le président Rivlin lui confie la formation du prochain gouvernement. Alors c'est une précision importante. Je voulais vous demander avant tout pourquoi finalement le législateur en Israël a décidé qu'un Premier ministre pouvait continuer à exercer ses fonctions tout en étant inculpé, même pendant un procès, et que même après avoir été condamné, s'il fait appel, eh bien, il peut continuer à exercer. Ça peut paraître aujourd'hui stupéfiant. Est-ce que tout simplement la loi est en décalage avec certaines valeurs, ou alors il y a quelqu'un qui s'est un peu oublié au niveau de la législation? Je pense que la législation remonte aux années 60, si je ne me trompe, et donc en un moment où véritablement personne ne pouvait imaginer qu'un Premier ministre, dans un cas pareil, ne le ferait pas. Je crois que c'est vraiment une affaire, je dirais, d'autorité publique, de pression de l'espace public. Il faudra voir aussi comment l'opinion israélienne réagit elle-même. Oui, il y a certainement une lacune, mais de la même manière, je pense en tout cas, que de la même manière qu'il n'y avait pas à voter une loi à la française, comme on a essayé de le faire, oui, il n'y a pas à voter maintenant une réforme de ce type parce que ce serait trop lié à des affaires en cours. Je pense qu'une fois que l'affaire sera définitivement derrière nous, il faudra remédier à cela parce que là, je crois qu'il y a effectivement une lacune. Mais veillons à ne pas, comme on l'a trop fait souvent ces dernières années, à ne pas mêler une conjoncture avec des affaires de principe. Alors, vous l'avez évoqué, un cas de figure possible. Au lendemain des élections, le Likoud l'emporte assez largement, mais il n'a pas suffisamment de mandats pour former une coalition majoritaire, c'est-à-dire que il y a des partis qui ne veulent pas rejoindre Binyamin Netanyahou, tout simplement parce que le Likoud est dirigé par un homme qui est inculpé. Est-ce qu'on peut envisager un cas de figure où le Likoud force Binyamin Netanyahou à démissionner? Est-ce que c'est envisageable, bien qu'on sait qu'il y a une tradition dans la droite de protéger les leaders, mais est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à votre avis, d'après la loi? D'après la loi, il faut bien. La loi est très claire là-dessus. Le président de l'État d'Israël n'est pas tenu de confier la gestion de la formation du gouvernement à la tête de liste. Donc, et
Et il y a eu des cas où, par exemple, ce n'est pas Ben Gurion qui s'est occupé de former le gouvernement, mais quelqu'un d'autre, certes pour lui, mais le cas, en tout cas, en théorie, est tout à fait possible. Est-ce qu'au Likoud, les esprits seront mûrs pour cela? C'est vrai que là, tout dépendra en fait de l'avis de Netanyahou. Si Netanyahou a le sentiment qu'une coalition de rechange sans le Likoud et sans lui est possible, s'il persiste à ne pas se démettre au profit d'un autre membre du Likoud, là ce sera sa responsabilité. Mais là je pense que, acculé devant une telle situation, il reculera et estimera finalement qu'il a quand même bien servi l'État d'Israël pendant un peu plus de 10 ans. Alors que la problématique est totalement différente chez les travaillistes, on voit qu'on est dans une situation de malaise et même de marasme au sein du Parti travailliste. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer au sein de ce parti? Pourquoi aujourd'hui le Parti travailliste est dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement, alors que les titres des journaux de ce matin parlent de certains députés travaillistes qui sont en train d'envisager d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire peut-être chez Benny Gantz, Yair Lapid. Comment on en est arrivé là? Oui, il semblerait effectivement que le Parti travailliste soit dans un état de crise profonde. Avi Gabay n'a pas réussi, en dépit de son élection qui avait été saluée à l'époque comme un changement, mais il n'a pas su tenir le parti, il n'a pas su je dirais, donner à l'opinion publique le sentiment qu'il y avait là un vrai leader capable de concurrencer Netanyahou, en tout cas de s'en rapprocher. Et c'est vrai que là, le cas de figure était certainement différent s'il n'y avait pas eu cette candidature Gantz qui attire beaucoup de monde à gauche et au centre. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, certes, Avi Gabay porte une responsabilité personnelle, mais je pense que tout autre leader aurait difficilement fait mieux dans la conjoncture actuelle. Comment vous réagissez face à ce morcellement de la classe politique israélienne auquel on assiste ces dernières semaines, depuis l'annonce des élections anticipées? Au lieu de parler d'union, ce qui serait logique avec un seuil d'éligibilité relativement élevé, on a l'impression que la classe politique est en train de se morceler presque comme jamais. Il y a déjà eu des situations où il y avait de nombreux partis politiques, même à la Knesset, dans les années 90. Mais aujourd'hui, comment vous expliquez ce morcellement politique, cet éclatement par exemple dans la mouvance sioniste religieuse, cet éclatement également à gauche, cette incapacité aujourd'hui même dans les partis orthodoxes de trouver une sorte de front commun? Comment vous expliquez cela? Alors, tout d'abord, on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'il faudra bien voir le 15 février, me semble-t-il, qu'est-ce qu'il en est de ces ruptures et de ces ruptures feintes ou de ces ruptures réelles et concrètes. Je pense que cela traduit d'abord et avant tout une désaffection profonde des électeurs potentiels vis-à-vis du cadre politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loyauté, peut-être à l'exception du Likoud, mais la loyauté envers le parti, quel qu'il soit, où qu'il soit dans l'échiquier politique israélien, cette fidélité-là, cette loyauté-là, elle est terminée, elle est derrière nous, et du coup, cela engendre une volonté, je dirais, de personnalité encore un peu plus, puisque les cadres sont finalement des coquilles vides, et que Lieberman avait commencé, lui, le premier, en créant un parti dont il serait le leader du début jusqu'à la fin, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que ça devient de plus en plus la panacée. Il y a très peu de partis qui vont organiser des primaires, et la plupart sont fondés autour d'un leader. Ça dure un temps de 2-3 mandatures, 2-3 législatures, mais cela montre en tout cas le décalage entre l'opinion publique et les partis politiques. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de perte d'idéologie dans les partis. Il y a plus d'idéologie, on ne voit plus véritablement de différence entre gauche, droite, centre, etc. Je ne suis pas sûr, je n'irai pas jusque-là. Il y a quand même des fortes tendances idéologiques qui restent assez solides, mais il me paraît plus clairement que ces cadres-là ne fonctionnent finalement. Il ne faut pas oublier, des partis politiques autrefois étaient permanents, travaillaient en permanence durant les 4 ans de la législature. Aujourd'hui, il n'existe
que pour les élections. Quand des partis ne fonctionnent que pour des élections, finalement, encore une fois, ce sont des coquilles vides. Alors, cela nous amène à vous interroger sur cette intervention que vous allez donner ce soir au centre, au NEC, au campus francophone de Natania. Ce morcellement de la classe politique, n'est-ce pas un peu ce dont avait parlé le président Rivlin lorsqu'il a parlé des 4 tribus principales de l'État d'Israël? N'est-ce pas une manière à lui de voir un peu la réalité, de décrire un peu la société israélienne morcelée elle aussi? Alors, c'est vrai que ce discours de 2014 a été de 2015, pardon, a été un discours, comme on dit, fondateur, donc prononcé par Reuven Rivlin 1 an après avoir exercé ses fonctions de président de l'État d'Israël. Il a voulu faire un bilan et voilà que ça a été plus qu'un bilan de son propre exercice, mais une lecture, ou plutôt je dirais une nouvelle lecture de la société israélienne. Et c'est vrai qu'il s'est appuyé alors sur des prévisions démographiques qui ne sont peut-être pas très très précises, mais globalement ce qu'il a voulu dire par là, c'est que alors que nous avions auparavant dans les années 50, 60, 70 et encore même un peu après, nous avions un noyau dur de la société israélienne auquel se greffaient des communautés plus ou moins restreintes. Voilà que cette vision des choses, d'une société dominante avec des ramifications, eh bien, s'est transformée selon lui, ou va se transformer, en tout cas dans les décennies à venir, en je dirais une sorte de fromage, n'est-ce pas, divisé en 4 portions. 25, 25, 25, 25, c'est-à-dire 25% de laïcs, 25% d'arabes israéliens, 25% de sionistes religieux et 25% d'ultra-orthodoxes. Alors, encore une fois, ce ne sera pas aussi rapide que cela et on n'en est pas là exactement, mais son idée derrière cette projection démographique, et comme vous l'avez précisé, Sergio Della Pergola sera là pour apporter, je dirais, la touche scientifique où on en est des prévisions de la croissance des Juifs et des Arabes en Israël, dans les territoires, dans le reste du monde, dans la diaspora. Donc voilà, on va ajuster ces deux-là parce que précisément ce discours des 4 tribus est parti donc de cette projection démographique. Mais au-delà de ces prévisions-là, l'idée essentielle pour Reuven Rivlin est de défendre un projet de société dans lequel il y a non seulement 4 manières de penser, mais 4 manières de vivre. Et c'est là-dessus qu'il insiste. C'est-à-dire, on ne parle pas, parmi les laïcs, par exemple, les 25% de laïcs, il ne fait pas la distinction entre la gauche et la droite, parce que les laïcs vivent de la même manière qu'ils pensent à gauche ou qu'ils pensent à droite. Ils lisent les mêmes livres, ils voient les mêmes programmes, ils voient les mêmes films, ils ont les mêmes comportements culturels. En revanche, ce dont il parle, c'est 4 tribus parce que vivre à Ephrat, vivre à Bnei Brak, vivre à Nazareth et vivre à Tel Aviv, eh bien, ce n'est pas la même chose et ça doit rester irréductible, estime-t-il, parce que la société israélienne ne peut tenir compte tenu de ce morcellement dont vous parlez que s'il y a un civisme israélien qui se développe entre les 4 et que si les 4 tribus n'ont pas le sentiment qu'elles sont menacées par les 3 autres. Alors est-ce que ces 4 tribus, cela signifie que chacun vit dans son coin et qu'il n'y a pas d'interaction entre les tribus? Pas du tout. Non. Là-dessus, Rivlin est très clair. Rivlin est très clair là-dessus. Au contraire, il note que ces 4 tribus-là ne vivent plus totalement en enclave comme elles ont pu le faire auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, votre pharmacien est arabe, l'employé à la poste est ultra-orthodoxe, un sioniste religieux est votre collègue de bureau, etc. Donc, il faut bien comprendre justement que c'est précisément parce qu'il y a cette plus grande mixité, si je puis dire, au jour le jour, dans la vie quotidienne, au niveau certes fonctionnel, mais il n'empêche que, globalement, chacun d'entre eux, à la fin de la journée, revient dans son quartier, revient dans sa ville, revient dans son élément, là où ses mœurs sont en quelque sorte dominantes. Est-ce que cela veut dire que l'on s'achemine dans la société israélienne vers une sorte, vers plus de, on va dire, d'interaction, d'unité ou d'unité dans la diversité, ou alors on s'achemine au contraire vers une sorte de ghettoisation de la société?
Alors justement, c'est ça que redoute en quelque sorte Reuven Rivlin, c'est que chacun s'enferme dans son camp à soi. Il y a une chose qu'il ne dit pas, mais qu'on peut lire, je dirais, entre les lignes de son discours, c'est que d'une certaine manière, et c'est là où il parle de mœurs et pas simplement de conception du monde. D'une certaine manière, ces 4 tribus n'ont pas vocation à se marier entre elles. Il y a très peu, alors il y a un nombre infime d'Arabes et de Juifs, même si on fait chaque fois la publicité autour d'un cas particulier, mais même entre ultra-orthodoxes et sionistes religieux, c'est pas énorme, même si bien sûr il y a ce qu'on appelle le phénomène des Hardalim qui se trouve un peu à la charnière entre les deux. Laïcs et religieux, là aussi c'est pas très fréquent. Donc il y a bien de ce point de vue-là une sorte de ghettoisation volontaire, mais il n'empêche que dans la vie sociale, ils vivront de plus en plus ensemble. Eh bien, docteur Denis Charbit, merci beaucoup. C'était très intéressant de nous avoir présenté cet aspect des choses, de la réalité. Je vous invite ce soir au NAC à venir assister à la conférence avec Sergio de Pergola et moi-même. Voilà, eh bien, on espère qu'il y aura de nombreux auditeurs parmi les personnes présentes ce soir au NEC. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom, shalom. Merci.